Merci de votre fidélité sur la FM Télévision. Nous sommes là dans les cadres de notre émission Grande Analyse. Grande Analyse, c'est une émission sociopolitique de la FM Télévision qui analyse la situation, bien sûr, sociopolitique, comme je le disais tantôt, de la République démocratique du Congo, dans tout le coin et recoin du pays. Et voilà, un œil aujourd'hui avec les districts, les territoires plutôt d'Ilebo. Nous sommes là dans la province du Kasaï. Ça sera bien sûr avec Sylvain Arkanzengo, qui est porte-parole de la génération Brino Mbouya. C'est avec lui que nous allons parler de l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays, dans cette partie de la République démocratique du Congo, la répétition de l'insécurité, la répétition des conflits venant de peuples de ce coin. Qu'en est-il de ces conflits et qu'est-ce que ça rapporte par rapport à notre pays? Il va essayer de nous apporter quelques éléments de réponse par rapport à nos préoccupations. Déjà, je veux le recevoir pour lui dire bonjour et bienvenue sur ce plateau de la FM Télévision dans les cadres de l'émission Grande Analyse. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de retenir votre attention en ces instants ici. Vraiment, le plaisir est partagé pour nous tous. Merci. Et aussi beaucoup plus pour la population des Ilebo qui ne cesse de vivre dans les conflits. On va parler Ilebo, mais d'abord un mot sur la génération Brino Mbouya où vous êtes porte-parole. Comment se porte déjà votre structure en ce moment? Oui, la GBM se porte bien. Tout part de notre assemblée générale du 4 janvier 2025, qui est pour nous une fierté et que nous évaluons positivement au regard de l'organisation de la coordination qui a touché nos attentes, qui a également touché à la satisfaction du président du conseil d'administration, le camarade Brino Mbouya, ainsi que la pleine satisfaction de nos invités, à savoir le président de la CRIC, communauté de ressortissants de Ilebo à Kinshasa, représenté par son vice-président, le président de la jeunesse de Ilebo à Kinshasa, ainsi que les membres de la commission de l'organisation du centenaire du doyenné de Mapango. Donc ces derniers ont prêté une attention particulière à cette journée qui semblait être pour nous un défi majeur. Et à partir de cette assemblée, de la tenue de cette assemblée générale, qui avait pour objectif, par exemple, je peux déjà pour conclure que la GBM se porte généralement bien. Oui, l'assemblée générale était tenue pour quel objectif principal? En fait, il s'agissait de la présentation de la GBM à la notabilité de Ilebo à Kinshasa. Vous savez, lorsqu'un enfant est né, on doit le présenter à la famille, on doit le présenter à la communauté. Raison pour laquelle nous avions pensé à cette initiative pour présenter la GBM à la notabilité de Ilebo à Kinshasa, comme je le disais tout à l'heure. Mais il était également question de notre réponse active à l'appel des fonds de la CRIC concernant l'organisation du centenaire du doyenné de Mapango qui pointe déjà à l'horizon en 2026. Donc c'était ça les combles de notre Assemblée générale 2024 que nous avions bien sûr tenu en début de l'année 2025. Ok. Vous avez parlé d'une évaluation positive de la génération Brino Mbouya partant de l'Assemblée générale. Et comme vous évaluez cette évaluation, acceptez cette Assemblée générale, comment évaluez-vous cette positivité de la génération Brino Mbouya depuis le début de l'année jusqu'à ce jour? En fait, la positivité de la génération Brino Mbouya se mesure par rapport à ses réalisations. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes une structure très bien organisée qui travaille à deux dimensions. La dimension première, elle est théorique.
c'est la dimension où nous travaillons plus sur la planification de nos activités. Et la deuxième dimension est les pratiques. C'est là où nous passons à la réalisation de nos actions. C'est une fierté pour moi de voir qu'une formation, parce que je souligne au départ que la JEBEM n'est pas seulement à Ilebo. Nous sommes à l'Équateur, nous sommes également dans la province de la Mongala. L'extension est en train de continuer avec les temps. Jusqu'ici, il y a eu une formation qui s'est tenue dans la province de la Mongala au profit d'une centaine de jeunes démunis. C'était une formation de réinsertion pour également les jeunes filles mères. Vous voyez que cette jeunesse-là qui semblait être dans la perdition, nous l'avons récupérée. C'est un point très positif par rapport à nos actions. De l'autre côté de Ilebo, une compétition sportive est en train de se jouer, quoi qu'à l'inaperçu, en attendant la montée. Cela s'inscrit dans les cadres de notre programme éducatif et du côté sport plus particulièrement. Donc déjà avec ces actions qui sont en train de s'étendre jour après jour, je ne peux que dire que la JEBEM est une force qui est en train de monter petit à petit. Nous allons atteindre les objectifs fixés par la JEBEM ainsi que la détermination du camarade président Bruno Mbuya. Vraiment bien, vous avez dit que c'est une force qui arrive, c'est une force qui avance petit à petit, bien sûr, mais apparemment la JEBEM est plus représentée en province que dans la capitale. À Kinshasa, par exemple, y a-t-il également des actions au profit de la jeunesse? Bon, à Kinshasa, c'est la représentativité. Bien sûr, on ne peut pas manquer des actions. Mais par rapport aux actions ici à Kinshasa, je juge bon que cette question soit d'abord mise à l'écart parce que aujourd'hui beaucoup de structures se multiplient ici à Kinshasa. C'est pour des raisons du profit quelconque que je peux dire politique. Mais nous sommes une structure philanthropique qui vise d'abord les fins fonds. Ces gens-là qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a l'exode rural qui ne fait que s'accroître. Et ces jeunes-là, une question de curiosité. Pourquoi ils fuient l'intérieur pour venir s'abriter à Kinshasa? Raison pour laquelle nous avons préféré commencer par les fins fonds et avancer vers la capitale. Donc c'est un peu ça. C'est aussi une bonne idée, les occuper, les empêcher de venir ne rien faire dans la capitale. Exactement. Et surtout commencer par là où nous avons vécu notre départ. C'est vraiment bien, mais les résultats au niveau des provinces avec les activités de jeunes, comment les jeunes s'adonnent, ou ils sont aussi comme certains qui nous disent mais ça les athées, mais ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas connaître quoi faire, mais sinon dans la bouche le refrain reste mais ça les athées. Bon, Misala les athées, cette question est encore très pertinente parce que je dois la voir à deux volets. Le premier volet, c'est la responsabilité de ceux-là qui doivent encadrer les jeunes. Parce qu'un jeune, c'est une force. Hein? C'est genre, nous en physique, je parle de l'énergie potentielle. Si je suspendais un corps à la hauteur donnée, ce corps aura la possibilité de tomber aussitôt lâché. C'est ça aussi la jeunesse. La jeunesse conserve une quantité d'énergie, mais qu'il faut alors activer à travers une éducation. Et une question, ces gens qui doivent le faire, les font-ils? Raison pour laquelle nous nous sommes levés en tant que structure. Parlons de la JEBEM qui s'emploie également à s'occuper de la jeunesse. Quand je parle de nous, c'est la JEBEM. Aujourd'hui, je suis JEBEM, 100% JEBEM. Alors, raison pour laquelle nous nous sommes levés avec ces initiatives qui va se départager dans tous les secteurs. Donc, l'objectif de la JEBEM, c'est d'abord de lutter contre ce que nous appelons aujourd'hui matolo. Hein. Donc, chasser, laguer de l'esprit de la jeunesse que ils sont faibles et ils doivent dépendre seulement. Et pourtant, ils ont une quantité d'énergie en eux qu'on doit développer pour faire avancer les pays nobles que nous avons, les Congo.
c'est le premier pays riche en ressources naturelles au monde, avant même la Russie. Vous voyez que nous avons le potentiel aujourd'hui. Aussi impliqués dans cette démarche de la GBM. Bien sûr, la GBM, la cible, c'est même cette jeunesse-là dont nous sommes en train de parler. Donc je crois que nous sommes en train de travailler pour ramener tous ces jeunes-là au même niveau de compréhension que nous autres. Vous avez fait aussi mention de l'organisation du centenaire des Mapangu. Évidemment. Et puis, lors de l'Assemblée générale, la GBM avait déjà mis sa première pierre pour contribuer à l'organisation de ces grandes activités. Il y a deux grandes activités en 2026 à Ilebo. Et où en sommes-nous déjà par rapport aux préparatifs? Bien, cette question, je crois qu'il y a une commission qui est très bien chargée pour prochainement, je vais peut-être faire appel aux membres de la commission. Ce que je sais est que la GBM, à travers son assemblée générale, avait répondu promptement à l'appel des fonds du président de la communauté des ressortissants de Ilebo à Kinshasa, à Creek, avec la remise symbolique de notre enveloppe. Nous avons fait ça en tant que jeunes ressortissants de Ilebo. Il s'agit bien sûr d'une activité qui s'organise chez nous et on ne pouvait pas quand même s'écarter. Raison pour laquelle le camarade président avait bon jugé donner priorité à cette question au cours de la tenue de notre assemblée générale. Mais sinon, les centenaires du doyenné des Mapangu, c'est en 2026. Parce que tout est parti en 1926, où on fonde la mission catholique des Brabanta. 9 ans plus tard, en 1935, il y a les Oblats qui récupèrent la chose. Et aujourd'hui, jour pour jour, 100 ans d'œuvres, parce que ce n'est pas seulement que nous sommes en train de célébrer les centenaires, mais nous sommes en train aussi de vénérer, de commémorer les œuvres. Vous savez qu'avec l'avènement ou avec l'avènement bien sûr de la mission catholique des Brabanta à l'époque, aujourd'hui Mapangu, il y a eu un essor dans les secteurs éducatifs, dans les secteurs de l'éducation. Les écoles se sont créées, les grandes figures du pays sont issues de ces écoles, nous y compris. Alors nous voulons honorer ces œuvres-là 100 ans durant. Mais également, c'est un moment qui va plus nous réunir, nous mettre ensemble, en dehors de nos couleurs politiques, par exemple, en dehors de nos tendances ethniques, en dehors même de certaines convictions. Ça sera une question de fraternité. Ça sera une question de fraternité. Nous sommes ensemble, comme nous resterons toujours ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Nous encourageons l'initiative, que vous soyez ensemble, comme vous venez de les souligner, en dehors de vos couleurs politiques, surtout qui divisent beaucoup les populations. Et par là, déjà, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Comme je l'ai annoncé, c'est ces conflits répétitifs dans les territoires d'Ilebo. Nous sommes là dans la province du Kasaï. C'était Lélé-Kélé. Et aujourd'hui, on assiste à un autre conflit. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous ces conflits-là, ça a quel impact sur la cohésion nationale? Parce que maintenant, là, nous luttons tous pour l'unité, la cohésion nationale, mais ce vent-là qui va et revient, qu'en dites-vous? En fait, ça, c'est une question qui mérite une réponse claire. Conflits interethniques et autres. Mais c'est un impact très négatif sur la cohésion sociale. Ça a un impact très négatif sur la cohésion sociale, au risque même de freiner les développements là-bas qui semblent être prioritaires pour nous actuellement. Et parlant de ces conflits-là qui va et revient, comme je l'ai dit, c'est quoi réellement le problème qui ne trouve pas solution jusqu'à ces jours? En fait, je voudrais commencer d'abord par une petite élucidation des concepts. Parce que parler de conflit, aujourd'hui, conflit interethnique. Un conflit, d'abord, c'est une opposition d'idées entre deux individus ou entre les membres d'une communauté. Et parler du conflit interethnique, c'est une opposition
entre les ethnies et localement, disais-je. En fait, quant à la cohésion, il s'agit de l'art de vivre ensemble, la cohésion sociale. Et cette cohésion là-bas montre les couloirs de collaboration, les couloirs d'échange entre les populations. Mais aujourd'hui, s'il y a un conflit, ça c'est mon point de vue, mais qui doit aussi être partagé. Parce que quand on parle d'un conflit aujourd'hui, un conflit bloque les couloirs de collaboration. S'il y a conflit, il n'y aura pas couloir de collaboration entre les ethnies. Et il y a déclenchement d'une crise sociale. Or, les déclenchements d'une crise sociale... C'est parmi les conséquences. C'est parmi, évidemment. Nous voulons quoi exactement? Les développements. Donc, il est comparable à une famille qui garde un malade à l'hôpital, mais ils sont là en train de se battre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voyez un peu comment les gens font ce que moi j'appelle politique de marche en arrière. Donc, nous voulons avancer, bien sûr. Au même moment, nous sommes en train de faire une politique de marche en arrière au lieu de faire tout simplement... 2 pas en avant, 5 pas en arrière. Évidemment. Évidemment. Donc, ça freine déjà le développement du pays, voire de ces coins-là. Il est beau qui doit aussi développer. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez organiser les centenaires avec tous ces bruits-là. Non, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ah, ok. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Actuellement, ce sont les lélés et les louba, c'est ça? Non, non. Actuellement, ce sont les kélé et les louba. Les kélé, pardon, et les louba. Oui. C'est quoi l'origine de ces conflits? En fait, l'origine du conflit, tout est parti du moment où un monstre fendu voulait revenir en femme pour imposer la notoriété dans un coin qui n'était même pas le leur. Ouais, nous l'avons démoli. Là, à cette époque, on pouvait même voir un administrateur, plutôt un chef de secteur nommé sans notification. On lui demande d'entrer en fonction. Lorsque les jeunes revendiquent, on dit non, c'est le tribalisme, c'est l'égoïsme, et patati et patata. Le deuxième facteur qui fait à ce que les conflits surgissent aujourd'hui, ce sont les élections. Parce que tout est parti du syndrome de l'ivresse du pouvoir, comme je venais de le dire. Donc il y a un monstre qui était d'abord monstre au départ. Et nous l'avons fendu. Il s'est fait d'ailleurs démolir de lui-même. C'est en politique. Vous êtes en politique? Je ne suis pas en politique. Je suis en train d'évoquer des réalités. Ok. Il y a un monstre, les gens qui ont travaillé, qui ont exercé de grandes fonctions dans ces pays et qui n'ont rien fait pour leurs frères, après avoir manqué cette notoriété dont ils avaient besoin dans X, Y coin, ils sont revenus en femmes à Ilebo. Ça, c'est un syndrome d'ivresse du pouvoir. Et deuxièmement, ce sont les élections. Okay. On organise les élections, la majorité est crucifiée. Lorsque les gens revendiquent, on vous dit non. Troisièmement, c'est... par rapport à la procédure de revendication, parce que les élections revendiquent à travers de requêtes déposées à la Cour. Vous êtes journaliste. Posez la question s'il y a eu de meurtres qui ont été organisés de la part de ceux-là qui revendiquaient non plus. Il y a eu des revendications dans les normes. Troisièmement, c'est la sortie du gouvernement provincial. À l'époque, nous l'avons fustigé pour dire que c'est un gouvernement, bien sûr, qui n'avait pas tenu compte de la représentativité territoriale, de la compétence, du poids politique. Quatrièmement, et ce qui fait même l'objet du conflit, de la recrudescence des conflits actuellement, ce sont des limites territoriales. Il y en a qui se disent autochtones et qui nient les autres. Voilà un peu. D'abord, ils sont séparés par l'eau, les avenues seulement ou quoi? Quel est Louba? Comment est-ce que c'est situé dans la province du Lébou? Bon, à cette question, j'aimerais clarifier les choses. Je ne peux pas me dire originaire en faisant les forcing. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mon père biologique. Je ne sais pas si je peux
faire un effort pour être son enfant. Donc, quand vous dites ça, donc il y a une partie qui... Je suis encore en train d'évoluer. Je suis encore en train d'évoluer. Je n'ai pas conjugué des efforts pour être son fils. C'est automatique. C'est automatique. Mais comment aujourd'hui les originaires sont en train de faire des réclamations, des multiplications des correspondances pour se déclarer autochtones? Quelque part, moi je peux souligner que ces gens-là, leurs origines deviennent douteuses. Deviennent très douteuses. Et par rapport aux frontières, c'est juste... chacun y connaît ses limites. Chacun y connaît ses limites. Il n'y a pas, non. De ce côté-là, il n'y a pas de rivière. De ce côté-là, il n'y a pas de rivière. On sait que je sache. L'histoire révèle que ces gens là-bas, ils sont dans les territoires des Mweka. Plus précisément dans les groupements des Ikeshi. Ça, c'est déjà sur le chemin de fer. Et ici, de l'autre côté, non plus. Bon, je ne sais pas. Ils multiplient des correspondances pour se dire autochtones, porter atteinte aux droits humains. Avec quelles compétences? Derrière tout ça, je m'aurais qu'une question en rapport avec les éléments qui influencent ou qui entravent la cohésion sociale soit posée pour que nous essayions de débobiner comment les politiciens mettent la main dans la pâte s'agissant de cette question. Justement, avant d'y arriver, sans citer les noms, quel est Luba? Qui provoque qui? Bah, on veut comprendre parce que apparemment le message est trop caché. Sans citer les noms des gens, des auteurs de ces conflits, dites-nous seulement, partons des tribus, qui est dans les limites de l'autre, qui se proclame autochtone là où il ne devrait pas se proclamer autochtone. Bah, madame, l'autre fois c'était Kele Lele. Aujourd'hui c'est Kele Luba. Les dénominateurs communs c'est... Vous avez la réponse. Donc, il est partout. Hein. C'est seulement lui qui va réclamer. Vous avez la réponse. En réalité, qu'est-ce qu'il cherche? Moi, je reviens sur la question. Parce que nous avons ce problème, fameux problème de cohésion sociale. C'est un grand problème. Aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion nationale, l'unité et la cohésion nationale. Lorsqu'il y a conflit dans un coin, automatiquement, ça bloque le processus ou encore la démarche entreprise par le chef de l'État. Vous avez cherché les dénominateurs communs. Quel est le Kassai? Nous comprenons tous les dénominateurs communs. C'est quel est. Maintenant, nous voulons savoir pourquoi ils se perdent. C'est quoi la revendication majeure? Madame, vous savez qu'aujourd'hui, à cause du pouvoir, les gens peuvent aller toucher le ciel. Vous avez la réponse. Mais pendant ce temps, vous savez que c'est la population qui en pâtisse. Quand par conflit, tout est par terre. C'est déjà une crise sociale. Bien évidemment. Par exemple, nous vivons de déplacements. Ici, vous pouvez avoir la possibilité de cultiver, par exemple, le manioc. De l'autre côté, on fait l'huile de palme. Et cette transaction deviendra difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a conflit. Et maintenant, quel remède pour aider la population à s'éviter de ces conflits? Bien. Par rapport aux remèdes, moi, je crois que les solutions sont immédiates et envisageables à long terme. Les solutions immédiates, c'est sur les plans sécuritaires. Les victimes, ils doivent être garantis de leurs droits de protection civile. Les auteurs, parce qu'il y a les auteurs et les commanditaires, ça on doit quand même séparer. Il y a une main noire qui se passe pour un catalyseur. Avant de continuer, excusez-moi, je veux savoir lesquels aussi ont leur terre propre à eux. Bon, je vais revenir par là. Je disais, il y a une main noire qui se prend pour un catalyseur pour passer derrière cette action et reculer. Et cette main noire, c'est la politique. Parce qu'on veut s'enraciner au pouvoir, parce qu'on veut s'éterniser, il faut manipuler, il faut séparer, il faut. Et c'est pourquoi je disais, la solution, c'est sur les plans sécuritaires d'abord, ça c'est à l'immédiat. Les victimes, ils doivent se sentir protégés par la loi.
les auteurs ainsi que les commanditaires, ils doivent être interpellés et sanctionnés rigoureusement conformément à la loi. Je crois que les services spéciaux ils travaillent déjà au niveau local, au niveau provincial et au niveau national. Les VPM de l'Intérieur avaient été saisis, les ministres de la Justice également avaient été saisis. Nous attendons voir les résultats. Mais par rapport aux solutions lointaines, il faudra que l'on mette ensemble d'abord représentants, je parle bien sûr des chefs coutumiers, les notables. Il faudra qu'on mette ensemble les notables de ces deux communautés. S'il faut une médiation, qui peut le faire par exemple? Ainsi que ça, c'est la politique provinciale. Ouais, par exemple, à Kisangani dernièrement, il y a eu les états généraux sur la cohésion sociale qui avaient été initiés. Okay. On peut refaire cette même chose à Ilebo. Donc, réunir les gens pour prêcher les biens fondés du développement, plutôt pour prêcher les biens fondés de la cohésion sociale qui a un impact vraiment positif sur le développement d'un peuple. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, je ne suis pas en train de nous exclure parce que nous faisons partie de la communauté, ne va vraiment aboutir à rien sur le plan développemental. La préoccupation, par exemple, ce sont des routes. Posez-vous la question, est-ce que dans les centres, la cité même d'Ilebo, l'état de ces routes là-bas, l'état des écoles, l'état des hôpitaux, c'est à cet état-là qu'une nation même émergente peut... Non. Il y a le projet de la construction d'une route commerciale, Idiofa, Katembo, Ilebo jusqu'à Kananga. Parce que les chemins de fer n'en parlons même pas, la SNCC n'en parlons même pas, l'ONATRA non plus. Et c'est ça la priorité que nous avons. Vraiment, et les besoins de la population. Vouloir quelque chose et le contraire à la fois. Et tout ceci, nous sommes des prophètes. Parce que nous en avions parlé à l'époque. Les gens nous ont taxé des encéphalopathes. Et aujourd'hui, la gloire revient à notre Seigneur parce que les langages est les mêmes. On a compris qui faisait quoi, qui voulait quoi, qui était qui. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, je reviens à ma question. Lesquels ont aussi leurs propriétaires? Lesquels ont leurs propriétaires? Ils vous diront oui. Et les Louba vous diront non. Cette et question, les Lélés diront quoi? Non aussi. Les Lélés vous diront ce qu'ils veulent dire. Alors, cette question revient à la compétence des institutions provinciales, les gouvernements provinciaux, parce qu'il y a un ministère de l'Intérieur provincial qui doit s'impliquer pour trancher d'abord les problèmes des limites territoriales, pour que la question revienne, le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. On doit d'abord combattre la cause. Combattre la cause et revenir maintenant sur les effets. Parce que tout ceci, ça limite la cohésion sociale. Je ne sais même pas si je pouvais anticiper sur les facteurs qui influencent la cohésion sociale, sur votre permission. Je vous en prie. En fait, la cohésion sociale est d'abord influencée par la confiance, la réciprocité, la mutualité entre les individus et de la communauté. Il y a relations interpersonnelles, relations horizontales, je dirais, avec entre individus, entre citoyens, relations verticales avec les institutions. Déjà, le manque de cette confiance va entraîner une crise. Il y a l'inclusion, égalité des chances. Donc ici, nous faisons allusion à l'équitabilité d'accès aux ressources économiques, par exemple, aux opportunités politiques, aux services publics, mais aussi à la mixité de la gestion administrative. Il y a aussi l'essence des responsabilités personnelles. Donc, moi, en tant que citoyen, je dois faire un effort de vivre ensemble. Je dois faire un effort de vivre avec les autres en communauté. Il y a également le quatrième facteur, c'est la cohabitation pacifique. Là, je fais allusion à
l'échange des valeurs positives, religion, mariage, to balanaka. Parce que vous voyez, par exemple, il y a des communautés où un bisona bango, to balanaka, vous voyez, quand il y a déjà cohabitation, les gens vont s'échanger des valeurs positives. C'est ça, mais ces histoires-là, c'était au temps anciens. Maintenant où les gens viennent se retrouver ici, par exemple, à Kinshasa. Je suis encore en train de continuer, s'il vous plaît. Il y a également les contrats sociaux. Vous voyez, c'est sur ces plans-là même que les politiciens y mettent la main noire. Dans la gestion, par exemple, des institutions, il y en a qui se prennent pour des forts, des caterpillars qui sont là. Ils veulent s'éterniser au pouvoir par une voie sombre, au lieu de venir avec ce que moi je peux appeler la voie éclairée, la voie des actions sociales. Non, ils se choisissent un chemin sinusoïdal où la population ne peut pas franchir au regard des ondulations. Et voilà. Ils ne battent pas campagne ou comment? Pardon? Ils ne battent pas campagne ou comment? Bon, ça c'est une question qu'il faut leur poser. Moi je suis en train d'évoquer... Parce que quand quelqu'un est élu, il avait postulé pour ce coin-là, c'est-à-dire qu'il doit être visible dans le coin à travers ses actions de campagne. Et quand vous dites qu'ils sont sortis comme ça, et puis... Qu'est-ce que nous appelons action de campagne? Comme ça. C'est la rwandophonisation d'une zone hors conflit. Vous voyez que ces conflits-là aujourd'hui, par exemple, peuvent aboutir à un conflit armé. Comment on appelle ça encore, cette histoire-là des Mobondo, Tekeya? Mais on peut les revivre. Il y a d'abord une grande bête là-bas qui s'abat à l'est. Vous voulez revenir avec ce que moi j'appelle ici, on ne veut pas de gens qui rwandoponiser les zones paisibles. Non. Nous devons cesser ces comportements-là et revenir citoyens. Si nous ne connaissons pas ce que nous devons faire, alors apprenons. Apprenons ce que nous devons exactement faire. Parce que ce que je venais de citer ici, vous voyez que c'est comparable. Je citais 5 facteurs. Pour trouver une solution. J'ai cité 5 facteurs parmi les éléments qui influencent la cohésion sociale. J'ai parlé de la confiance, je parlais de l'inclusion, égalité des chances, je parlais de l'effort individuel, je parlais de la cohabitation pacifique. Mais la base de tout ceci, c'est l'amour. Vous savez? Comment instaurer cet amour-là? Parce que notre problème, c'est de pacifier le monde. Mais si l'amour du prochain, je ne voudrais pas alors voir mon frère périr. Je n'aimerais pas le mal de l'autre. C'est l'amour. Et ces facteurs, ils doivent marcher ensemble. Pourquoi? Parce que c'est comparable à la règle du produit nil en mathématiques. Si je les produis d'un facteur A, B et C, qui est égal à 0, peu importe les A, B et C, elles seront toujours nulles. Donc, l'absence d'un seul facteur peut entraver une crise. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Répétition des crises. Répétition des crises. Bien sûr, les gens y vivaient ensemble et depuis lors, et ceci, et cela. Mais la politique est venue avec une main sombre, une main diabolique. Donc c'est la politique qui est à la base de tout ce conflit. Oui, il y en a qui veulent s'éterniser, qui veulent s'enraciner par une voie. Donc ce sont des profits personnels en politique. Des profits égoïstes, pour le dire en d'autres termes. Des profits égoïstes. Alors que ça ne va pas non plus profiter au développement. Aujourd'hui, allez-y voir la Société nationale du chemin de fer, SNCC. C'est nul. Donc les activités commerciales sont paralysées au niveau du territoire, alors que ça devait passer en priorité. Aujourd'hui, ces gens là-bas qui sont mis sur la ligne des fronts pour défendre les intérêts, ils se prennent pour des forts, pour maltraiter ceux-là qu'ils pensent être faibles. Qu'ils pensent être faibles, je le dis bien. Mais ils ne sont pas faibles en réalité. Vraiment, ils pensent être faibles, mais les victimes, la population. Bien sûr, les victimes, c'est la population. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette crise? La population? Bon, en fait, la population est éprouvée. Nous sommes les consolateurs numéro 1 de la population. Nous
restons à côté de cette dernière pour prêcher davantage la cohésion. Parce que nous ne voudrions pas qu'il y ait déclenchement de conflits armés chez nous. Nous restons à côté de la population pour prêcher l'unité, pour prêcher la symbiose, pour prêcher la cohabitation pacifique. Mais il y a des démarches qui sont en train d'être initiées pour élaguer définitivement cette image qui vient en nombre des morts pour s'aimer la désolation. Les conflits entre les Kélé, on en a connu avec beaucoup de conséquences néfastes, viols, vols, les activités paralysées, on ne savait pas aller vendre, aller cultiver les champs, non. Et maintenant, c'est les mêmes résultats. Mais aujourd'hui, par exemple, il y en a qui passent nuit à la Belle Étoile. Les gens là-bas, nous avons des preuves qui sont venus, envoyés par XY, et ils ont brûlé, incendié des maisons, ils ont détruit les gens qui sont en train de subir les effets dont les causes sont ailleurs. Un père d'une famille que vous dépouillez de tous ses biens. Alors posons-nous la question, excusez-moi, comment ce dernier va-t-il prendre en charge sa famille? C'est bizarre. C'est d'abord le maigre moyen. C'est bizarre. Et ces gens-là vous disent, nous avons des élus qui nous appuient, entre guillemets, les élus. Un élu qui ne connaît même pas les rôles de la société civile. Dernièrement, il y a eu une question, je m'en moque sincèrement. On vous pose la question, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez pour construire la route? Messieurs, allez-y apprendre les rôles de la société civile avant de revenir nous poser cette question. C'est bizarre. Vraiment bizarre et aussi compliqué, comme on dit. Ça fait la GEBEM en a parlé. Les gens nous ont pris pour des malades mentaux, alors qu'en réalité, nous étions des visionnaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, la GEBEM est en train de dénoncer ces mal, mais avec quelle initiative autre à part dénoncer? Sur terrain, par exemple, quelle initiative ou autre la GEBEM entreprend? Bien, cette question me fait ramener ou me fait revenir à la question de solution. Je l'ai dit quelque part, la solution, c'est une solution immédiate et une solution lointaine. Par rapport à la solution immédiate, là, nous voyons la sécurité des victimes. Mais par rapport à la solution lointaine, parce que ce qui se passe aujourd'hui, pour élaguer ces phénomènes, il nous faut du temps et des initiatives comme vous êtes en train de le dire. Il y aura dans les jours qui viennent des campagnes de sensibilisation. Ça, c'est sur terrain, de notre côté, de la GEBEM. Descendre sur terrain, mener des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la cohésion sociale en vue d'obtenir un développement durable. Parce que les combles, c'est le développement. Et pour nous, le développement, c'est quoi? C'est l'accès à l'éducation. C'est l'accès aux soins de santé. C'est l'accès aux services publics de base. Posons-nous la question, nous sommes à la hauteur? Non. Pour atteindre ce que nous avons aujourd'hui comme rêve du développement, nous devons commencer par nous mettre ensemble. À travers même cette émission, déjà, nous sommes en train de prêcher les vivre ensemble. Parce que nulle part, la GEBEM, de par la bienveillance de notre camarade président du conseil d'administration, on vous dira, allez-y offenser. Jeunes, venez, prenez des machettes, allez-y couper, allez-y détruire. Non, nulle part, nous ne ferons jamais ça. Nous allons continuer de mener notre démarche pastorale, notre démarche d'un père des familles, notre démarche de l'église au milieu du village et de remettre les gens ensemble pour les bien vivre au sein de la communauté. Merci beaucoup. Nous avons reçu sur ce plateau Sylvain Arkanzengo, qui est porte-parole de la GEBEM. Un dernier mot par rapport à notre entretien de ce jour. Bon, en conclusion, je dirais que
les parties prenantes ainsi que l'ensemble de la communauté des Îles-et-Bois doivent être calmes parce que nous sommes chez nous. Il n'y a personne qui va récupérer nos terres pour les amener ailleurs. Seulement, nous devons nous mettre ensemble pour affronter et relever l'unique défi que nous avons, c'est le développement communautaire, les défis du développement communautaire. Mais à ceux-là qui pensent qu'ils ont un pouvoir en ordonner, nous en avons en abscisse. Le temps nous donnera raison. Nous allons déboulonner ce système mafieux qui est instauré pour détruire notre jeunesse. Parce que un mot est que la jeunesse, nous avons les pouvoirs de la rue. Merci. Merci beaucoup. Nous vous remercions également pour accepter de venir répondre à notre invitation. Merci, madame. C'est un plaisir pour moi. Vraiment, au fur et à mesure que l'actualité avance, on aura toujours besoin de vous pour avoir les détails sur la situation d'Île-et-Bois. Effectivement, je vous en prie. Et surtout avec la génération Bruno Mbouya. C'est une force à monter. Nous allons y parvenir avec l'aide du Seigneur. Parce que chez nous, c'est le Seigneur d'abord. J'encourage l'initiative de la génération, surtout cette occupation de la jeunesse. Hein? C'est l'avenir de demain. Effectivement, il faut nous donner du temps parce que ça demande vraiment du temps. Et surtout que nous sommes en train de le faire avec les moyens des bords. Vraiment, surtout donc, ça. Nous n'avons pas suffisamment de moyens. C'est la volonté. Parce que Kennedy a dit, ne demandez pas ce que l'État fera pour vous, mais posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que vous ferez pour la nation? Exactement. Nous nous sommes posé cette question et nous voilà en œuvre, à pied d'œuvre. Vraiment, avec tous les sacrifices possibles. Bien sûr. Et voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, nous avons reçu sur ces plateaux de l'émission Grande Analyse Sylvain Archange Zengo. Zengo, pardon, il est porte-parole de la génération Bruno Mbouya. Avec lui, nous avons évoqué le problème de l'insécurité dans les territoires d'Île-et-Bois. Nous sommes là dans la province du Kasaï où les conflits interethniques va et revient. Hier, nous avons connu les conflits entre les Lélé et Kélé. Aujourd'hui, c'est entre les Kélé et Louba. Il nous a révélé un problème très important, c'est lui du dénominateur commun de ces conflits dans ces territoires d'Île-et-Bois. Allez-y comprendre pourquoi et comment ces gens-là s'arrangent pour être les protagonistes dans l'histoire des conflits dans cette partie. En tout cas, c'est une grande histoire à pouvoir examiner avec tous les sérieux possibles. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Grande Analyse est terminée. On se retrouve prochainement à suivre sur la FM Télévision à 13h et 21h. Également sur notre chaîne YouTube et aussi Facebook. Nous sommes toujours en direct sur Facebook. Suivez-nous en compagnie de notre technicien Christian Kabouya qui ne se lasse pas pour pouvoir vous aider à nous suivre en temps réel. Merci beaucoup.